Alors ça commence, ça enregistre. Bonsoir et Londres, bienvenue à toi. Merci pour ton prime. Merci, bon sujet aujourd'hui. Et à Azarty aussi, Azarty 4070. Alors, le sujet de ce soir, plus largement, on va parler de lecture, mais on va introduire le sujet de ce soir par un article qui parle de l'augmentation, de l'explosion du nombre d'analphabètes en Suède, ok? Allez, on va commencer. L'article est en anglais et je vais utiliser Google Traduction pour le mettre en français pour que la lecture soit plus fluide. Évidemment que je comprends l'anglais, hein, mais c'est juste que lorsque je dois lire et traduire en même temps de l'anglais vers le français, c'est un peu saccadé. C'est peut-être le processeur qui est pas assez rapide dans ma tête. Mais bon, je m'étonne. On va lire en français, voilà. La Suède pourrait bientôt compter 1 million d'analphabètes, en grande partie à cause de l'immigration massive. Il y a près d'1 million de personnes analphabètes en Suède. L'immigration est un facteur contributif important. Le nombre de personnes analphabètes en Suède pourrait dépasser les 800 000 cet hiver. Les chercheurs s'attendent à ce que ce chiffre atteigne 1 million, en grande partie à cause de l'immigration massive. L'enquête la plus récente de l'Office suédoise de la statistique montre qu'environ 800 000 personnes âgées de 16 à 65 ans sont actuellement analphabètes en Suède. Mais ce chiffre est en hausse. Punaise, 16 ans? Pour moi, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard pour apprendre à lire à 16 ans, putain. Quel niveau est-ce que tu peux prétendre atteindre si tu es analphabète? Allez, on continue. Chaque mois, 8 à 10 élèves analphabètes arrivent, a déclaré Rita Machin, enseignante de SFI à Vasteras à SVT, pour en France, bref. Elle a ajouté que si quelqu'un ne sait lire ni écrire, il lui est difficile de trouver un logement, de payer ses factures, ou même prendre rendez-vous chez les médecins. Si cette tendance se poursuit, nous risquons d'avoir une génération entière de jeunes qui sont effectivement fonctionnellement analphabètes. Écrivent le ministre de l'Éducation, Johan Persson, et le ministre des Affaires scolaires, blablabla. Ok. Bon, je crois que la Suède devient un shithole. D'ailleurs, ça me fait penser, une actualité récemment qui disait que la Suède devient le pays où il y a le plus de fusillades en Europe. Attendez, voilà, une seconde. Bon, j'ai vu juste ce titre. Suède, le taux d'homicide lié aux guerres des gangs parmi les plus élevés d'Europe. En moins de 10 ans, ils ont vachement coulé ce pays, quoi. Oui, en effet, et Londres, les fameux jeunes, les jeunes hommes. Allez, on continue. Cependant, la publication suédoise Fria Tider note que les ministres ne parviennent pas à expliquer quelle est la cause principale du problème massif d'analphabétisme dans le pays, à savoir l'immigration massive d'adultes analphabètes en provenance du tiers-monde que le gouvernement au pouvoir prétendument conservateur ne parvient pas à arrêter. Eh ben. Bonsoir Alaf. Voilà, on a un tweet. Suède, la majorité des enfants à Malmö sont des immigrés. Les chercheurs disent que le suédois est maintenant une langue minoritaire et demandent des écoles arabes. Salut Scott, oui, je mettrai la rediff dans 2-3 jours sur YouTube. Comme toujours, hein, tous les lives ont jusqu'à maintenant tous été republiés sur YouTube. Il n'y a pas de contenu exclusif sur Twitch. Moi, je vous lis juste le titre de cet article. La Suède, la majorité des enfants à Malmö sont des immigrés. Le chercheur dit que le suédois est maintenant une langue minoritaire qui a des demandes d'écoles arabes, qui demandent l'enseignement de l'arabe dans les écoles. Bon, apparemment, le changement démographique n'est pas une théorie d'extrême droite, hein. Ça se constate partout en Europe, quoi. Beaucoup de ces étrangers amènent des enfants ou donnent naissance à des enfants qui entrent dans le système scolaire suédois. Dans certaines villes, les enfants suédois sont déjà minoritaires dans le système scolaire, comme à Malmö. La situation est devenue si extrême dans cette ville que les autorités municipales proposent d'enseigner en arabe plutôt qu'en suédois. Non, c'est comme si, imaginez, dans une ville en France, le français n'est plus la langue officielle, quoi. Enfin bref. Cependant, une telle mesure ne fera qu'aggraver le problème de l'analphabétisme et entraînera des divisions encore plus profondes dans la société. Titi Fakir, les Suédois ce seraient pas un peu des coqs? Il me semble que les pays scandinaves sont très progressistes, sont parmi les pays les plus progressistes en Europe. Pas que en matière d'immigration, mais vraiment sur tous les sujets sociétaux. Et Londres, c'est marrant, c'est toujours les mêmes qui foutent les autres en minorité et refusent les tâches d'intégration les plus basiques, comme apprendre la langue, coïncidence. Oui, je pense que c'est une question de capacité. On en parlera tout à l'heure, mais pour quasiment tout, la volonté est très fonction des capacités aussi. Je vous détaillerai ce que je veux dire par là tout à l'heure. Ok? On continue. Oh, c'est bientôt fini, hein. On a fait la moitié de l'article. En raison de la baisse du taux d'alphabétisation, la Suède a entrepris de transformer l'ensemble de son système scolaire en rendant la scolarité obligatoire de 9 à 10 ans. En 2024, le nombre d'élèves ayant pu achever avec succès les 9 ans d'école primaire obligatoire a continué à diminuer. Bon, putain. Vous voyez ça veut dire que il y a des enfants, ils arrivent à maîtriser un certain programme, un programme donné en 9 ans, quand d'autres nécessitent 10 ans. Il y en a certains, ils ont un cerveau avec une connectique USB 2, tandis que d'autres ont une connectique USB 3, quoi. Il y en a qui arrivent à faire entrer les inputs plus rapidement que l'autre, à traiter l'information plus rapidement que l'autre. Il
Il y en a, ils sont en 5G, d'autres, ils sont encore en 4G. Allez, on continue. Sur les quelques 120 000 élèves suédois scolarisés en primaire, 20 000 ont terminé leur scolarité obligatoire en 2024 sans avoir atteint le niveau du lycée. Oh, punaise. Cette tranche d'élèves aura peu de chances de décrocher un emploi ou une carrière. Nombre d'entre eux se tourneront vers la criminalité ou l'aide sociale pour s'en sortir. Oui, j'avais fait une vidéo sur les faibles QI, la faible intelligence qui est corrélée à un haut niveau d'agressivité, de délinquance et de criminalité. Parce que évidemment, lorsque vous n'arrivez pas à jouer selon les règles du jeu, les règles officielles, c'est-à-dire de la légalité, bah évidemment vous devez contourner les règles, ne pas jouer selon les règles. Parce que vous n'avez pas d'autre moyen. Allez, on continue. Il est inquiétant de constater que les résultats des élèves de 9e année sont en baisse. Il faut que davantage d'élèves achèvent l'école primaire et non moins. Ne pas terminer l'école est l'un des principaux facteurs de risque de chômage et d'exclusion sociale. Ok, on continue. Un garçon de 15 ans de Syrie qui est venu en Suède en tant que réfugié a été arrêté sur suspicion de tentative d'ôtement de la vie, une fusillade à l'école la semaine dernière. Ça, c'est la vague migratoire en 2015, quoi. Ils ont été trop accueillants, les Suédois. Enfin, toute l'Europe, quasiment. Cet enfant a été interviewé précédemment par les médias publics de Suède, avec sa famille acclamée comme un exemple d'intégration à succès dans la société occidentale. Oh punaise. Bon bah on dirait qu'il a mal tourné. En moins de 8 ans, il a mal tourné, le gamin. Le Bureau national de l'éducation suédois constate que le niveau d'éducation des parents influence grandement les résultats scolaires des enfants. Le niveau d'éducation le plus bas se trouve parmi les migrants non occidentaux, et par conséquent les élèves de ce groupe sont majoritairement parmi les moins performants. De plus, l'écart d'éducation entre les Suédois et les migrants se creuse au lieu de se réduire. Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que c'est génétique? On verra les scores polygéniques tout à l'heure, ok? La plupart des nouveaux citoyens viennent des pays musulmans non membres de l'UE. En fait, un nouveau rapport de l'Agence suédoise des migrations montre que la Suède a accordé la citoyenneté suédoise à 600 000 migrants depuis 2015. Entre parenthèses, la Suède, c'est 10 millions de personnes. La grande majorité venant de pays musulmans non membres de l'UE. L'un des pays qui ressort le plus est la Somalie, un pays qui a le niveau d'éducation le plus bas au monde et le taux d'analphabétisation de 62%. Putain, 2/3 qui savent pas lire, quoi. Dans de nombreux cas, les personnes qui arrivent de ce pays ne savent même pas lire et écrire dans leur propre langue. Oh punaise, sans parler du Sud. Les données montrent que 50 000 Somaliens ont obtenu la nationalité suédoise depuis 2015, soit le deuxième plus grand nombre de citoyens parmi tous les pays. La Syrie arrive en première position avec 150 000 Syriens ayant obtenu la citoyenneté depuis 2015, soit 22% du total. Ok. Les résultats de la Suède au test PISA ont également chuté de manière drastique, ce qui aura des conséquences dramatiques sur l'économie suédoise dans les années à venir. Car le pays dépend d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et de haute technologie qui livre les biens de grande valeur vers le marché mondial. Le gouvernement a été impliqué dans un scandale en 2020 lorsque ces beaux résultats au PISA se sont révélés être une fraude. Oh putain, le mensonge d'État, quoi. Bien que beaucoup de migrants n'aiment pas le suédois, beaucoup n'ont aucun intérêt à quitter la Suède. Plus de la moitié disent qu'ils ne veulent pas partir pour n'importe quelle somme d'argent. Ah oui, parce qu'apparemment, actuellement, il y a des partis politiques en Suède qui proposent une bourse de 30 000 € pour chaque migrant qui accepterait de rentrer dans son pays et de ne plus y revenir. Putain, les parasites, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, je vais vous lire ça. Très peu d'immigrés sont intéressés par l'offre de la Suède, l'offre de rémigration de la Suède, qui est équivalente à 31 000 €. Voilà, c'est le dernier paragraphe. Un peu de patience, c'est bientôt terminé. À l'époque, le journal suédois écrivait « Les derniers résultats PISA ont montré une augmentation du nombre d'étudiants suédois. Expressen peut désormais révéler comment un grand nombre d'étudiants nés à l'étranger ont été exclus à tort de la sélection PISA et comment la Suède a ainsi violé les règles officielles de l'OCDE. Les chiffres suggèrent également que les étudiants nés en Suède ayant de faibles compétences linguistiques ont été exclus. Le journal ajoute que si les règles avaient été respectées, les résultats suédois auraient été bien pires et la Suède aurait probablement régressé dans les 3 matières par rapport au dernier examen. Un mensonge d'État, quoi. Les écoles suédoises sont désormais dangereuses pour les enseignants et les élèves. Ah, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est à cause des bouddhistes? Je ne sais pas. Allez, on continue. Les écoles suédoises deviennent également plus dangereuses. Le syndicat des enseignants suédois a émis un avertissement concernant les menaces et les violences croissantes auxquelles sont confrontés les enseignants à Stockholm. Le nombre d'incidents graves a augmenté de 36% entre 2022 et 2023. Les menaces vont de « je vais te t'ôter la vie »,« je vais t'ôter la vie »,« je vais te tirer dessus » à des actes de violence directe. Oh, je vais lire en commentaire une seconde.
Oui, ils aiment bien regarder leurs femmes se faire tringler, quoi. Les hommes suédois sont déconstruits. Alors, Skort a dit « J'ai montré quelques vidéos à des collègues ou connaissances sur tes vidéos de l'islam. Ils ont tous désapprouvé. Certains ont arrêté après quelques minutes de vidéo. Ils pensent que tu es un agent du sionisme pour détourner les musulmans de France. » Oui, à chaque fois qu'un musulman se cogne les doigts de pied, c'est toujours la faute des judokas. C'est toujours comme ça. Toujours les judokas, quoi. Pour tous les malheurs de leur vie, apparemment. Et Londres a écrit « C'est un des pays les plus gauchistes d'Europe. Ça commence à peine à bouger. » Cœur de la meute, ils vont prendre l'argent et revenir s'ils sont malins. Je pense qu'ils ont quand même les moyens de faire une base de données biométrique pour s'assurer que les gens ne reviennent pas. Je pense qu'ils ont les moyens. À ce stade-là, qu'est-ce qui peut réellement sauver l'Europe si ce n'est un Staline bis? Effectivement. En même temps, dur d'être intéressé par une offre chiffrée écrite sur papier quand on ne sait ni lire ni écrire. Effectivement. La Suède est bientôt africaine, la chance. Siliciunis. Allez, on continue à lire une seconde. Je vais vous montrer d'autres éléments. Alors, ça, c'est une infographie. Au milieu, vous avez plein de capacités cognitives différentes. Je vous en lis vite fait. Richesse du vocabulaire, savoir épeler les mots, aisance avec les mots, arithmétique, compléter des images, relier des points et des lignes, rotation de cartes, matrice de Raven, habilité spatiale, etc. Enfin, si vous voulez, ça, c'est des trucs mesurés par le QI, quoi. C'est des capacités cognitives. Donc, en abscisse, vous avez proportion de la variance partagée avec l'intelligence générale. Pour faire simple, c'est corrélation avec le QI, quoi. Et en ordonnée, vous avez coefficient d'héritabilité. Coefficient d'héritabilité, c'est la part de variation dans une population qui est expliquée par la génétique, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve tout en haut à droite? J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. On retrouve vocabulaire, épeler les mots, arithmétique, multiplication, soustraction, aisance avec les mots. En quelque sorte, c'est tout ce qui est mathématique et aisance avec le langage, quoi. Tout ce qui est lié au langage et mathématique. Donc, l'acquisition du langage, ça a l'air très génétique quand même. On continue, je vais vous montrer d'autres choses. Ça, c'est un article. Héritabilité de la lecture, composante neurocognitive liée à la lecture, une méta-analyse sur plusieurs niveaux. On va juste lire quelques passages de cet article qui fait plus de 60 pages, mais on va lire que une demi-page au total. La lecture est une compétence complexe nécessitant la combinaison de plusieurs capacités cognitives et perceptuelles supportant le langage. Le langage, la vision, les processus orthographiques, la mémoire de travail, l'attention, les mouvements moteurs, les hauts niveaux de compréhension et de cognition. Estimation de la part génétique et environnementale sont influencées, blablabla, ok. Je vais vous lire les résultats tout simplement. 49 études sur les jumeaux, 38 000 individus, de 4 à 18 ans, ok. Lecture générale, 48 articles inclus dans l'étude. La méta-analyse donne les résultats suivants. Chez les jumeaux homozygotes, on retrouve une corrélation de 0,79. Chez des dizygotes, on retrouve 0,46. La formule de Falconer, blablabla, appliquée à la méta-analyse monozygote et dizygote, donne une héritabilité générale de 66%. Punaise. 66% de la variance est expliquée par les différents génétiques. Étonnant, n'est-ce pas? On va continuer. Pour quasiment tous les processus mentaux, et même les traits de personnalité, on retrouve une héritabilité entre 50 et 80% à chaque fois. Je peux vous parler pour d'autres choses, d'autres capacités mentales, d'autres facultés mentales que la lecture. C'est toujours entre 50 et 80%. Et la génétique compte beaucoup, quoi. Je vais vous montrer d'autres images. Bon, ça c'est une infographie qui apparemment suggère une superposition entre une certaine religion, la consanguinité, l'analphabétisme. Il y en a souvent qui me sortent « Oui, mais dans le Moyen-Orient, c'est là-bas qu'on a retrouvé les premières traces de l'écriture, de métallurgie. » C'est cette région géographique qui a été pionnière dans plein de domaines du savoir universel. Mais en fait, il se peut très bien que le Moyen-Orient ait été le berceau de plusieurs, on va dire, accomplissements intellectuels humains il y a 2000, 3000 ans. Certainement, mais il se passe tellement de choses en 2000, 3000 ans, quoi. Par exemple, déjà, il faut se dire un truc, c'est que les accomplissements intellectuels sont toujours le fruit d'une minorité de la population, l'élite intellectuelle, quoi. On pourrait peut-être parler de la Smart Fraction. Toujours une minorité d'élites intellectuelles qui sont responsables des prix Nobel, des pots de brevet, tout ce que vous voulez, quoi. Qui inventent l'écriture aussi, qui mettent au point l'écriture. Et dans quasiment tous les pays du monde, l'élite intellectuelle, qui est souvent dirigeante aussi, ne se reproduit pas avec le reste de la population, quoi. Génétiquement, l'élite et les prolos d'une même région sont très différents génétiquement. Les analyses génétiques des différents pharaons et même de Cléopâtre, très claires de peau, je ne pense pas que le reste de la population soit phénotypement similaire, quoi. Une élite qui accomplit énormément de choses, ça existe dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, mais elle se mélange très rarement avec le reste de la population, quoi.
Il se peut très bien qu'il y a 2000, 3000 ans, au Moyen-Orient, il y avait une smart fraction extrêmement brillante. Qu'est-ce qui garantit que cette smart fraction soit restée sur place sur les 2000, 3000 dernières années? Moi, je pense qu'ils ont migré. Je pense qu'ils ont continué à se reproduire entre eux. Et ils se sont certainement éparpillés dans le monde. Et entre-temps, il y a aussi eu une certaine religion qui s'est mise en place et qui a, je pense, augmenté le niveau de consanguinité. Et je pense qu'en 1400 ans, avec beaucoup de relations consanguines, on peut vraiment provoquer une certaine dysgénie, quoi. Je pense que 1400 ans, c'est largement suffisant pour provoquer une dysgénie. En tout cas, on peut même voir dans le sens inverse. En 2000 ans, il y a les juifs ashkénazes qui ont réussi à augmenter leur QI de quasiment 10-15 points par rapport au reste de la population. Parce que dans une Europe chrétienne, on leur avait subi un certain apartheid professionnel. J'en ai parlé dans ma vidéo dédiée sur le sujet. Je vais vous lire le commentaire une seconde. Cœur de la Motte, si ils peuvent revenir, crois-moi, en tant que touristes, puis rester en mode clandestin et à nouveau réclamer des aides sociales, c'est l'Europe qui régale. Oui. Et Londres, la fameuse carte mort de rire. Arrête de glisser, chef. Et Londres a dit, il suffit de voir la gueule du Liban en 1970 versus maintenant. La régression est récente. Effectivement. En 1400 ans, il y a largement moyen de transformer un pays, quoi. La France prend le même chemin. La Suède prend le même chemin, comme on vient de le lire aussi. Effectivement, Aldahof, rien ne garantit que les Égyptiens d'avant sont le même peuple que les Égyptiens d'aujourd'hui. En fait, rien ne garantit que les élites intellectuelles d'il y a 2000-3000 ans, au Moyen-Orient, en Égypte, soient les ancêtres de la population générale de ces pays-là. Moi, je ne pense pas que les descendants de Cléopâtre, de Ramsès, se soient tant que ça mélangés à la population générale, quoi. Allez, on continue. D'ailleurs, vous remarquerez un truc? Par exemple, en Inde, le QI en Inde, je crois qu'il est de 75, un truc comme ça, qui est pas très élevé. Hein. Mais ils ont un système de caste qui est l'endogamie institutionnalisée, quoi, tout simplement. De toute façon, l'endogamie existe même s'il n'y a pas de système de caste. Mais là-bas, c'est institutionnalisé. Vous verrez que dans toutes les plus grandes entreprises du monde, il y a un nombre incroyable d'Indiens dans les hauts postes, dans les postes à haute responsabilité. Regardez dans les GAFAM, le CEO de Microsoft, c'est un Indien. Le CEO de Google, c'est un Indien. À toutes les conférences, présentations de produits de Apple, vous avez un ou deux Indiens qui présentent des produits. Bonsoir, Kayodo. Le sujet de ce soir, c'est la lecture en général et les capacités cognitives. Voilà, on a vu ça, la consanguinité. Les scores polygéniques. Est-ce que je vous définis ce qu'est un score polygénique? Allez, vite fait. Alors, un score polygénique, il y a des scores polygéniques pour à peu près tout. Il y a des scores polygéniques pour des cancers, il y a des scores polygéniques pour la lecture, il y a des scores polygéniques pour la taille, il y a des scores polygéniques pour l'obésité. Tout ce qui définit une personne, quoi. Avoir un haut score polygénique pour quelque chose donné, par exemple pour l'obésité, ça veut dire que vous avez dans votre génome beaucoup de séquences qui augmentent la probabilité que vous soyez obèse. Par exemple, si vous avez un haut score polygénique pour l'obésité, il y a de grandes chances que vous soyez obèse. Si vous avez un haut score polygénique pour un cancer donné, il y a une forte probabilité que vous chopez ce cancer au cours de votre vie. Il y a aussi des scores polygéniques pour le QI, des scores polygéniques pour l'éducabilité, pour des traits psychologiques aussi, ou des maladies psychiatriques aussi. Il y a de tout. Il y a des scores polygéniques pour tout. Et donc là, on a un score polygénique pour éducabilité et QI. Vous avez ici beaucoup de noms de pays, quoi. Il y a des pays où on trouve des individus qui sont en moyenne plus éducables que d'autres. Et ça aussi, c'est corrélé au QI, quoi. Et vous voyez que c'est une ligne, la corrélation est assez forte quand même, hein, putain. Bon, donc en haut à droite, vous avez Corée du Sud, Chine, Japon, Finlande, White, British, Italie, Vietnam, Espagne, Ibérique. Au milieu, vous avez quoi? Vous avez Mexique, Pakistan, Bangladesh, Pérou. Et tout en bas à gauche, vous avez Kenya, Nigeria. Vous avez compris, quoi. Bref, depuis 2007, la révolution génétique a permis de quantifier l'héritabilité de beaucoup de choses. Meilleur que les études sur les génomes. Allez, on continue. Alors, on va revisionner une petite vidéo que j'avais publiée à longtemps. Ça dure 3 minutes, ok? Right. And there are, I think, some studies that show fairly conclusively that IQ is a much stronger, but significantly stronger predictor than race for escaping the bottom quintile of income. If you want to test theories of how discrimination works, actually, I had arguments with a sociology colleague of mine many years ago about this. I said, look, if you look at there's something called NLSY, which is the National Longitudinal Study of Youth. And it's been going since, I think, Patrick Moynihan. So probably like more than 50 years now. So you can track individual kids, you know their IQ scores. And you can ask, like, for a kid born in the bottom quintile of family social economic status,
what is the probability that they escape the bottom quintile or they make it to the top quintile or the middle quintile? And you can ask, well, conditional on IQ, what's the probability? And you can ask conditional on race. And it turns out that if you take black kids and white kids born in the bottom quintile, but you match them for IQ, they have almost identical probabilities of getting out. So my sociology colleague, when I showed him this data, was just his jaw just hit the floor, and he kind of sort of refused to believe it. But then he sort of looked more carefully at it, and he couldn't refute it. And I said, doesn't this at least put some kind of bound on the level of racism that you think is existing in society? Because wouldn't we be able to detect it very easily this way? If in fact life was so hard for the black kid, how could it be that just by matching IQ scores with a white kid from a similar family environment, they have equal probability of getting out? And I just want to give you this quote. It's from the great infoproc.blogspot.ca, which we'll put a link to below. Once one accounts for the AFQT score, the entire racial gap in mobility is eliminated for a broad portion of the distribution. I wonder if you could just step people through that statement. Right. So that's sort of what I was saying. So imagine that you have this huge data set where you've followed huge 100,000 kids for 50 years, something like this. This is a U.S. government funded study that's still ongoing. So pick out all the black kids who scored 100 on their IQ, effectively exactly 100 plus or minus 1 point on their IQ test, and then take all the white kids who scored 100 plus or minus 1 point on their IQ test, and then also only look at the white kids who are in the bottom 20% in the population for family income and education, and also take only the black kids who are also in that lowest quintile for family SES, and then just ask, what's the probability that a given white kid with those characteristics got out? And let's say the probability is actually, if you have average IQ, almost everybody got out. It turns out. It's kind of funny. If you're a libertarian, you love this data because it shows if you're stuck down there, actually there's some problem, right? So almost all the white kids who had IQ of 100 got out of the bottom quintile, and actually almost exactly the same probability, the same fraction of black kids who were born in that bottom quintile got out if their IQs were also 100. And if you do this for different IQ scores, the two curves are almost sitting right on top of each other. So it's almost as if IQ is the number one driver for much bigger than all the other effects like race for whether you get out of the bottom quintile. And this is not disputed data. This is extremely solid data with huge sample size. And it's been around for a long time. And this is, given that blacks in America are an average of about give or take a standard deviation below whites and a little bit further than that below East Asians, they do less well. But if you take a slice of East Asians or Ashkenazi Jews or Inuit or whites with an average of 85 IQ, they all do about the same. And I think what the market is fundamentally measuring is not skin color or hair texture or anything like that. It's measuring G. The market measures G, and that is very difficult for people to say. It is something that I've said on the show for years. The world is scarily more fair than you think it is. And that is something that's very challenging for a lot of people to accept. Now, I want to mention a couple of things. One, the graph that I posted on my blog that shows this result, it was computed by a researcher at the Pew Charitable Trust. Was not computed by some libertarian right-wing, alt-right, evil person. It was, a progressive guy economist who sat down and did this calculation. So I think we can trust it. Bon, je résume le passage qu'on vient de voir. Apparemment, quand vous prenez des enfants nuit et des enfants neige, issus de familles du quintile, le flop 20% en termes de niveau socio-économique, les prolos, les pauvres. Si ces enfants ont la chance d'avoir un QI de 100 c'est le QI moyen, c'est le QI médian. Ils arrivent tous à sortir de ce quintile socio-économique, qu'ils soient noirs, blancs, de n'importe quelle autre origine. À partir du moment où vous avez un QI de 100, vous arrivez à prendre l'ascenseur socio-économique. Enfin, on pourrait même dire que avoir un QI de 100 est un ascenseur économique, un ascenseur socio-économique. Et que les courbes d'ascension sociale, d'ascension socio-économique, des blancs, des noirs, de toutes les origines, pour un QI donné, ça se superpose. Apparemment, le QI est un grand prédicteur du futur statut socio-économique. Bref, c'est ce que je dis dans plein de vidéos. Allez, on continue. Je voulais vous lire quelques commentaires qui ont été publiés
sur une des vidéos que j'ai publiées récemment. C'était la vidéo La Chine investit en Afrique. Je vais vous lire les commentaires, une seconde. Alors, j'avais posté pour rigoler. Selon vous, la volonté, la motivation, entre parenthèses vouloir, est-elle proportionnelle aux capacités, entre parenthèses pouvoir? Alors, il y a un internaute qui a répondu. Probablement que oui. Une intelligence supérieure permet en général un meilleur contrôle de ses émotions. Ça, je ne sais pas, peut-être que c'est vrai. Une meilleure capacité de projection sur le long terme, une force de travail plus efficace, donc moins de chances de se démoraliser en cours de route, car moins d'échecs, entre parenthèses. Une meilleure capacité à planifier les choses, une plus grande humilité face à ses propres capacités, donc plus de réalisme. Très certainement. Le QI, comme je l'ai dit, c'est la capacité à la pensée abstraite, tout simplement, quoi. Rien que le fait de se dire, si j'étudie, je risque de mieux m'en sortir dans la vie. Vous voyez, rien qu'avoir cette idée en tête, il faut une certaine intelligence. Il faut une certaine intelligence. Allez, on continue. Je me demande si le problème culturel ne remonte pas à la traite intra-africaine. Le travail est synonyme d'être exploité par un autre, qui lui ne travaillait pas, et par mimétisme, le travail est dévalorisé. Dans tous les cas, bonne chance pour trouver des solutions. Alors, à ce commentaire, j'ai répondu. Ouais, je m'autocite parfois, tellement je suis fier de mes réponses. Allez, je vous le lis, ensuite, vous dites ce que vous en pensez, ok? Alors, j'écris. La pénibilité ressentie pour une tâche donnée, la motivation à l'effectuer, dépendent aussi des capacités physiques ou cognitives de la personne. Tu demandes à un myopathe de se déplacer sur 100 mètres, il peut éventuellement le faire, mais il va certainement trouver ça pénible, difficile. En gros, il va utiliser un gros pourcentage de ce dont il est capable au maximum par rapport à ses capacités physiques. Tu proposes la même tâche à un enfant de 3 ans, 100 mètres sera pour lui un défi de taille, mais accessible tout de même. Il va utiliser un pourcentage plus faible de ses capacités physiques maximales que le myopathe. Tu proposes la même tâche à un adulte sportif ou simplement actif physiquement, il va considérer que 100 mètres, c'est une promenade de santé. Cet adulte va utiliser un pourcentage de ses capacités encore plus petit que l'enfant et le myopathe. Ce raisonnement est applicable aux tâches faisant appel à des capacités cognitives. Lire 20 pages de Ratus, je suppose que vous connaissez, c'est une série de livres pour enfants, pour apprendre à lire en France. Lire 20 pages de Ratus, c'est moins pénible que 20 pages de Voici. C'est encore moins difficile que 20 pages de Baudelaire ou d'articles de PubMed. Une tâche qu'une personne avec 80 de QI va considérer comme de son niveau ou de difficulté ou pénibilité modérée n'est pas du tout la même que pour une personne avec 100 de QI. Un plan d'action qu'une personne de 100 de QI va considérer comme facile est en réalité très difficile, rebutant pour une personne moins gâtée cognitivement. Un travail qu'une personne avec 100 de QI peut faire en quelques minutes prendra beaucoup plus de temps pour une personne avec quelques dizaines de points de QI en moins. Il existe très peu de boulot, même physique, pour des gens avec un QI à faire à 85. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo avec Jordan Peterson. Bref, tout ça pour dire que la motivation, vous voyez, une analogie un peu plus pop culture, prenez un humain moyen, ok? L'effort qu'il devra fournir, la motivation qu'il devra avoir pour arriver à soulever par exemple, je sais pas, on va dire, 70 kg développé couché. Pour soulever 70 kg développé couché, devra fournir un certain nombre d'efforts, ok? Avoir un certain niveau de motivation, le vouloir devra être énorme en lui pour arriver à soulever 70 kg au développé couché. S'il n'a jamais fait de sport avant, maintenant, proposer la même tâche à Dwayne Johnson ou à Superman. Dwayne Johnson ou Superman, pour soulever 70 kg au développé couché, ils auront besoin de déployer un effort, une motivation beaucoup moins grande pour faire cette même tâche, voyez. Pour une même tâche, les capacités innées jouent énormément sur la motivation à l'effectuer ou à s'entraîner pour l'accomplir. Et c'est la même chose pour la lecture en fait. Il y en a pour qui lire du Ratus, c'est une promenade de santé. Il y en a pour qui apprendre à lire, ça demande un effort énorme, quoi. Il y en a qui apprennent à lire en quelques mois. Il y en a qui apprennent à lire en quelques années, voire n'arriveront jamais à lire. Et c'est certainement pour ça qu'il y a certaines immigrations qui, même après, 20 ans dans le pays, après plusieurs générations dans le pays, ont toujours des difficultés à lire, quoi. Alors qu'ils ont accès à l'école qui est gratuite, obligatoire. Vous pouvez mettre les meilleurs moyens du monde chez les personnes qui n'en sont pas capables, qui ont des capacités différentes, de par génétique, parce qu'ils n'ont pas le même score polygénique. Ils n'y arriveront peut-être jamais, quoi. Ils y arriveront peut-être, mais en faisant beaucoup plus d'efforts. Ils devront être beaucoup plus motivés que l'homologue autochtone qui, lui, est né avec des capacités qui font qu'il a besoin de peu de motivation, de faire peu d'efforts pour arriver au même niveau d'accomplissement. Pour les mêmes accomplissements. Minigun, a dit, Ratus Banger, même les Chinois avec leur sang de QI n'arrivent pas à parler français correctement, même après 20 ans en France. Oui, il y en a dans tous les pays. Pour que ce soit pertinent, il faudrait prendre 100 familles chinoises, par exemple, et 100 familles d'une autre origine. Et on va voir, première génération d'immigrés, il y a combien qui savent lire le français, il y a combien qui ne savent pas lire le français. Et je pense que dans le groupe chinois, il y en a plus qui sauront lire le français que dans le groupe, pakistanais, par exemple. Et évidemment, il y a des gens qui n'arriveront jamais à lire dans toutes les origines, mais
Je pense que les proportions sont différentes. Aldarov, dans les micro-trottoirs de Vincent Lapierre, il y a parfois des immigrés régularisés qui sont en France depuis une quinzaine d'années, mais qui ne savent toujours pas s'exprimer. Oui, on en revient au tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est... je vous la remets une seconde. C'est ça, les capacités cognitives liées au langage, qui ont une très grande héritabilité. Je vous la remets, c'est tous les trucs en haut à droite. Là. Spelling, c'est épeler les lettres d'un mot. Vocabulary, word fluency, c'est, je pense, à l'aisance avec les mots. Orthographe, vocabulaire, etc. Minigun VR, t'as vu le classement QI des gamers par rapport aux jeux auxquels ils jouent? Alors, j'ai vu ce classement. Je vous avouerai que je ne connais pas la majorité des jeux dedans. Enfin, je connais de vue, ou soit j'ai joué moins de 5 minutes. Et ben, je suppose, si ce classement a été bien fait, je suppose qu'il y a des jeux qui nécessitent, qui sont plus demandeurs en capacité de planification, qui demandent à gérer plus d'informations sur une plus petite période de temps, qui demandent des temps de réaction plus élevés. Moi, je pense qu'il y a des jeux qui sont plus cognitivement demandeurs que d'autres. Vous devez gérer plus d'informations en même temps quoi, pour exceller à ces jeux. Je ne sais pas quel jeu en première position, quel jeu en dernière position, mais voilà. Je suppose qu'il y a des jeux qui sont intellectuellement plus simples que d'autres à maîtriser. Il y a des jeux qui demandent des temps de réaction plus élevés, il y a des jeux qui demandent à gérer plus de choses en même temps, de planifier plus de choses sur le long terme, etc. etc. Apparemment, c'est League of Legends en premier, et en dernier, c'est FIFA. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suppose qu'il y a des différences en prérequis pour maîtriser ces jeux. Oui, ensuite, il y a peut-être un biais de sélection du genre... c'est vrai qu'il y a certains loisirs, certains centres d'intérêt qui attirent plus certaines catégories socio-économiques, certaines catégories socio-culturelles que d'autres. Par exemple, on dit souvent que le foot, c'est un sport du pauvre, le golf, c'est un sport de riche, etc., etc. Voilà, les clichés que vous connaissez certainement tous. Je ne sais pas si cette étude a été bien faite, mais il y a certainement des jeux qui sont plus demandeurs cognitivement que d'autres, qui demandent des réflexes plus aiguisés que d'autres. Je vais voir le classement une seconde. Je connais de loin les jeux, je connais juste visuellement de loin vite fait quoi. Ou soit j'ai joué moins de 5 minutes, League of Legends premier, Black Myth, Wukong en deuxième, Baldur's Gate en troisième, Counter-Strike quatrième, Elden Ring cinquième, et les 5 derniers, GTA, Sea of Thieves, Call of Duty. Ouais, je suppose que les premiers jeux sont plus, demandent plus de réflexion que les 5 derniers. Bref, je regarde mon programme, est-ce que je vous ai tout montré une seconde? Ah, j'ai eu un autre commentaire une seconde. Je vais essayer de le retrouver une seconde. Punaise, il a disparu ou quoi? Enfin bref, je vais paraphraser ce dont je me souviens du commentaire. Le commentaire disait que... Celui qui a commenté, il a dit « J'ai constaté que les Africains sont plus court-termistes que d'autres. Ce n'est pas dans leur culture, la discipline, le travail, etc. » Bon, je paraphrase. Aldarov, j'en parlais tout à l'heure, j'avais prévu de faire une vidéo là-dessus. Je répondrai dans quelques secondes. Je finis juste ce que je suis en train de dire. Bon bref, c'est un mec qui a commenté sous cette vidéo, je ne retrouve plus le commentaire. Il trouvait que les Nuits ont une mentalité plus court-termiste que d'autres, que les autres populations de la planète. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ça d'un point de vue évolutif? On pourrait dire que le continent africain, qui est assez généreux en termes de ressources de nourriture par rapport aux autres régions du monde, sur les 30 000 dernières années, ça fait que sur ce territoire-là, il n'y avait pas une pression de sélection sur l'intelligence pour permettre la survie, quoi. C'est la théorie des hivers froids, tout simplement. Les gens qui ont vécu dans des environnements plus hostiles, ces environnements ont exercé une pression de sélection sur les personnes les moins intelligentes, les moins innovantes, les moins débrouillardes. Et ces personnes-là sont mortes tout simplement, n'ont pas pu se reproduire. Lorsque les conditions de vie sont difficiles, vous devez avoir une certaine intelligence pour appréhender l'environnement qui vous entoure, savoir planifier, savoir se projeter dans le futur pour imaginer des idées qui vous aideront à la survie, etc. etc. Oui, voilà, et Londres, cette mentalité court-termiste des nuits versus long-termiste des neiges, c'est lié à la nature des climats. Oui, ensuite, il y a peut-être aussi des inconvénients au fait de trop se préoccuper du futur. Par exemple, on dit souvent que l'anxiété, la dépression, c'est plus un truc de white, plus un truc de blanc. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ça pourrait conforter cette théorie, mais c'est peut-être aussi parce que les diagnostics de pathologie mentale, tout ce qui est lié à la santé mentale est sous-diagnostiqué dans les pays africains. Ça se peut aussi, ça se peut aussi. Et Londres, oui, c'est ça, les hivers comme filtre civilisationnel. Je reviens à ton commentaire. As-tu vu la polémique avec le streamer américain Asmon qui a qualifié les palos en live de sous-culture? Je suis d'accord avec lui. Tout ce qu'il dit est vrai. Toutes les cultures ne se valent pas. Si vous demandez à 100 personnes pris au hasard dans le monde, est-ce qu'ils préfèrent la culture japonaise ou la culture pakistanaise? Je pense que les réponses sont unanimes, quoi. Est-ce que vous préférez, je sais pas, la cuisine japonaise ou la cuisine afghane? Est-ce que vous préférez les mangas japonais ou bien les arts picturaux du Bangladesh? Je pense que les réponses seront très unilatérales.
Les Africains se plaignent souvent que l'Europe a pillé leur continent, mais ils n'ont jamais su utiliser la ressource. Ça, c'est une excuse bidon, ça, parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, le fait d'avoir beaucoup de ressources sur un territoire donné, c'est un terrain propice au fait que les dirigeants aient moins besoin de leur population. Lorsqu'un terrain est riche en ressources naturelles, les dirigeants arrivent à être riches sans avoir besoin de la matière grise et de négocier avec la population. Vous regardez des pays comme la Chine, le Japon, les pays scandinaves, leur richesse à ces pays viennent surtout de la matière grise de la population, quoi. En ressources naturelles, ils sont pas plus riches que l'Afrique. J'ai vu un commentaire sur X qui disait que les Palos n'ont pas pu développer leur culture en raison de conflits. Ouais, bon, eux, ils croient en un récit religieux qui dit que les judokas sont l'ennemi jusqu'à la fin des temps aussi. Donc. Ils préfèrent mettre au pouvoir des dirigeants qui construisent des tunnels plutôt que des dirigeants qui les éduquent, construisent des hôpitaux. Les populations pas très intelligentes font des mauvais choix et élisent les mauvaises personnes. Pour revenir au début du stream où on parlait des Suédois qui sont envahis par une population moins dotée cognitivement, c'est une vraie menace d'un point de vue démocratie. Hein. Parce que le vote de quelqu'un qui a 80 de QI compte autant que le vote de quelqu'un qui a 100, 120 de QI. Et ça, c'est un problème. Et les personnes qui ont 70 de QI sont plus enclines à lire des gens qui leur racontent des conneries, tout simplement. Des conneries comme des mesures politiques intenables qui sont impossibles à réaliser, ou soit des récits religieux, tout simplement. Plus la population est bête, plus elle a un niveau de religiosité élevé. Ça se voit partout sur Terre. Par exemple, imaginons que je suis un politicien. Je raconte une connerie du genre un truc complètement irréalisable, comme si vous m'élisez, je vous donne à tous un SMIC à 8000 €. C'est évidemment irréalisable, mais il n'y a que des bacuits qui croiraient ce que je dis, quoi. Aussi, je vous promets 72 vierges au paradis. Il faut être teubé pour croire ça, pour croire une promesse pareille. Et tout simplement, ça se voit dans tous les pays qui sont devenus des théocraties islamiques. C'était des néo-dirigeants qui se sont proposés et ont dit on va appliquer la supposée loi de Dieu. Il faut être teubé pour croire que ce qu'ils proposent vient de Dieu. Oui, j'ai lu ça aussi et Londres. Et Londres a écrit ils commencent à appliquer la charia dans un bled aux USA à cause d'un renversement démographique. Ils ont fait élire un maire islamiste et c'est parti très vite. Oui, ils ont interdit les drapeaux LGBT, tout ça, alors qu'ils sont venus au pouvoir en partie grâce à eux. Oui, ça c'est comique. Oui, voilà. Bon, ça fait 1h15 qu'on est en stream. C'est tout ce que je voulais aborder ce soir. À moins que vous ayez d'autres commentaires. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à Elondre, Aldaroff, Minigun VR et à tous les autres. Merci pour votre présence et votre attention. Oui, les drapeaux LGBT, c'est ce qui a buzzé, mais ça va plus loin. Il faut essayer d'appliquer la charia, le plus de charia possible, quoi. Merci à toi, Aldaroff. Merci à tous, Titi Fakir et tous les autres. Bonne nuit, bonne soirée, Kankoubé, Apagna. Et à la prochaine. Kankoubé!